Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, la tyrannie du divertissement avec Olivier Babot. Notre époque est malade du temps libre et nous ne le savons pas. Jamais dans l'histoire humaine, l'individu n'a eu autant de moments pour lui. Ce temps arbitral, débarrassé des impératifs sociaux ou économiques, est l'extraordinaire nouveauté de notre modernité. Il en est aussi le problème central car il bouleverse notre équilibre. Nous n'étions pas préparés à cette abondance et nous ne savons pas en jouir sans excès. C'est pourquoi, bien souvent, nous perdons tout ce temps que nous avons eu tant de peine à gagner. Olivier Babot, bonjour. Bonjour Marc. Olivier, vous êtes économiste, essayiste, vous présidez l'Institut Sapiens, qui est un think tank qui réfléchit aux nouvelles conditions de prospérité partagée à l'ère numérique. C'est un constat sévère, Olivier Babot. Nous gaspillons ce temps libre que nous avons eu dans l'histoire tant de peine à conquérir. C'est vrai que c'est contre-intuitif parce qu'a priori, les loisirs, quand on en parle, plus on en a, mieux c'est. Et les loisirs ne sont pas interrogés, ne sont pas un problème parce qu'un loisir, par définition, c'est le moment de la liberté. La liberté, c'est le moment où tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, donc peu importe ce que tu fais, c'est toujours bien utilisé. Et donc moi, je pose peut-être une forme de pavé dans la mare en disant que la question, malheureusement, du type d'activité se pose. En tout cas, il faut partir d'un constat qu'on n'a peut-être pas assez fait, qui est qu'on n'a jamais, en effet, eu autant de loisirs. Ce loisir, au cours du XXe siècle, il a prodigieusement cru à mesure que le temps de travail baissait et que l'espérance de vie augmentait. Et on a devant nous ce trésor extraordinaire dans une vie aujourd'hui d'avoir une très grande partie de temps pour nous, de temps, ce que j'appelle le temps arbitrable, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Voilà. On est débarrassé de la nécessité professionnelle, des nécessités aussi domestiques, parce qu'il y a ça aussi. On va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. On a des minutes, des heures, des jours, des années devant nous, si on les met bout à bout, où on peut exactement faire ce qu'on veut. Et la question que je pose, c'est, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et j'essaye de montrer qu'il y a plusieurs types d'occupations. Oui, parce que, alors, dans ce livre, Olivier Babot, qui s'appelle La tyrannie du divertissement, qui est remarquablement clair et bien écrit et très agréable à lire, ce qui est pas toujours le cas pour les livres d'universitaires. Et en même temps, je fais un effort, je me soigne et puis je fais un effort pour essayer en même temps que très oui. documenté. Alors d'abord, il faut vous constater qu'on a beaucoup plus de temps libre qu'il y a 100 ans ou 200 ans, puisque on a calculé qu'un homme en 1841 travaillait à peu près 70% de sa vie éveillée. Oui. Et que maintenant, le chiffre est de 12%. Et c'est-à-dire que, véritablement, on vit on ne s'en rend pas compte forcément, mais on vit une vie de loisirs, puisque 80% quasiment de son temps, le temps d'une vie, est consacré au non-travail, quoi, à l'osium d'une certaine façon. 80%, c'est du temps arbitrable, c'est du temps dont on peut faire ce qu'on veut. Alors, c'est lié à quoi? Alors, les petits calculs, il est facile à faire. Vous pouvez prendre un tableau Excel, vous faites une carrière complète aux 35 heures, même un peu plus, et puis vous vivez 85 ans, et puis à la fin, vous comprenez que vous avez eu la grande partie de votre vie qui était en fait du temps libre. Alors, dans le temps libre, il y a les études, attention, l'école, pour moi, c'est du temps libre, c'est pas du travail, attention, ça n'a rien à voir. Il faut absolument faire la distinction entre le moment où ce qu'on vous demande, c'est de vous cultiver, de progresser, de savoir plus de choses, et puis le moment où vous êtes, vous travaillez pour... Je ne sais pas si les lycéens qui nous écoutent sera d'accord avec vous. Peut-être, mais je pense que ça fait partie du drame, figurez-vous. Ça fait partie justement du problème, c'est qu'on n'a pas fait comprendre aux gens que l'école, c'est un moment extraordinaire justement de loisir, le moment où on allait pouvoir travailler sur sa cognition, travailler sur
sur soi-même, s'améliorer, où c'est la seule chose qu'on vous demande, que vous deveniez meilleur, que vous vous connaissiez vous-même. Et après, quand vous allez commencer à travailler, finalement, votre bien-être et votre progrès, il sera secondaire. Ce qui va être prioritaire, évidemment, c'est votre productivité. Et la différence est fondamentale. En tout cas, on n'a jamais eu autant de temps libre. Je fais d'ailleurs une sorte d'archéologie du temps libre. J'essaie de remonter très très loin. Oui, parce que même les paléolithiques. Et même le paléolithique, c'est-à-dire même avant le néolithique. Qu'on ne le pense. Exactement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant la révolution néolithique, c'est-à-dire avant la sédentarisation, quand on a commencé à élever et à planter, on avait en fait paradoxalement énormément de temps libre, et peut-être que ce n'était pas du temps libre au sens moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les ethnologues, les paléoanthropologues expliquent que probablement on faisait l'équivalent d'une semaine des 2 jours, c'est-à-dire que avant, donc il y a plus de 10 000 ans, il y a 50 000 ans, quand on était des chasseurs-cueilleurs, on se déplaçait par groupe de 100, on avait des enfants environ tous les 4 ans parce qu'ils pouvaient pouvoir se déplacer, c'était des tout petits groupes, on vivait vraiment en communauté, on travaillait 1, 2, 3 heures, peut-être 4 par jour, mais pas tellement plus, et on dormait beaucoup dans la journée, on était toujours en groupe, mais il n'y avait peut-être pas vraiment ce vrai loisir, au sens, le loisir, le temps pour soi, dans la mesure où vous étiez toujours avec d'autres personnes. C'est-à-dire que vous étiez une personne et pas un individu, comme dit Lévi-Strauss dans Triste Tropique, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que vous êtes toujours un membre du collectif, vous ne vivez que dans le collectif. Donc, en fait, vous ne passez pas votre temps à travailler, au sens où vous ne passez pas votre temps à poursuivre la nécessité matérielle, c'est pas vrai du tout. Une grande partie de votre temps, c'est plutôt une forme d'ennui ou de discussion que vous avez en groupe. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le paléolithique. Une vie un peu rêveuse, peut-être. Absolument, une vie rêveuse, une vie stable, une vie sans évolution. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne posez la question, par exemple, de l'amélioration des techniques. D'ailleurs, on se rend compte que l'âge de pierre, il a duré 3,3 millions d'années. Pendant 3,3 millions d'années, on a fait à peu près les mêmes choses. On avait très peu d'amélioration. Très peu d'amélioration, c'est-à-dire que c'est un temps stable, c'est un temps justement qui n'a pas été lancé dans cette extraordinaire spirale du progrès qu'on connaît, mettons probablement depuis au moins le néolithique, justement, il y a 10 000 ans, quand pour la première fois, on a changé vraiment de mode de vie. Olivier Babot, est-ce que c'était pas ça l'abondance finalement ? Alors oui, d'ailleurs, l'auteur que je cite, ça s'appelle Âge de pierre, âge d'abondance, le livre de Salins. Et en fait, il montre bien que paradoxalement, contrairement à ce qu'on pense, l'âge de pierre n'était pas un âge de manque, c'était un âge d'abondance. D'abord parce qu'en fait, on faisait très peu d'enfants, on en faisait à la mesure de ce qu'on pouvait nourrir. Quand tu es chasseur-cueilleur, il te faut 1 km² pour arriver à nourrir quelqu'un, donc 1 km² par personne. Et donc, ça veut dire qu'il faut bouger beaucoup. Et tu n'as pas énormément d'enfants. C'est à partir du néolithique, quand on est resté au même endroit, qu'on a pu avoir des enfants. On en a eu tous les 2 ans et parfois plus. Et donc à ce moment-là, on a explosé démographiquement et puis on a pu les nourrir. Et puis aussi ces bouches à nourrir, elles avaient un intérêt, c'est que c'était aussi des bras pour vous aider à la culture, qui était un travail beaucoup plus difficile que la chasse et la cueillette. Et là, on est parti dans cette spirale dont Yuval Harari montre que elle a été plutôt un mauvais deal au départ, puisque finalement, au départ, on pensait avoir, grâce à l'agriculture, la sécurité d'approvisionnement, et en fait, on n'est jamais autant mort de faim que depuis qu'on est devenu agriculteur. On n'a jamais autant bossé. Et on n'a jamais autant bossé. On est rentré dans 10 000 ans d'une grande nuit du loisir, en quelque sorte. Voilà. Alors, même si je montre qu'après, au Moyen-Âge, par exemple, on avait pas mal de temps libre, contrairement à ce qu'on pense. On avait beaucoup de jours fériés parce qu'il y avait énormément de fêtes religieuses. Le saint patron de votre employeur, la veille. Puis, donc, il y avait plein de fêtes religieuses, ce qui fait que si on met tout bout à bout, on avait quasiment autant de temps libre probablement que quelqu'un aujourd'hui qui a 5 semaines de congés payés et tous ses week-ends. Donc, vous voyez, c'est pas exactement la représentation qu'on en a. En revanche, les journées de travail étaient, très longues. Vous commenciez avec le soleil et puis vous finissiez très tard. 80% des gens étaient dans l'agriculture et c'était des travaux qui vous brisaient le corps. Cette longue nuit du loisir, elle a pris fin en fait à partir du XXe siècle. C'est tout récent. On est en train de clore en fait une immense époque où le loisir est sorti de la vie des gens, où la vie des gens c'était devenu avant tout du travail, parfois du travail très pénible qui vous brisait, et un tout petit peu de loisir que vous alliez essayer d'intercaler. En fait, depuis quasiment la moitié du XXe siècle, avec une chute très rapide du temps de travail et une augmentation de l'espérance de vie, notre vie aujourd'hui, et c'est formidable, c'est avant tout du loisir dans lequel on va intercaler un peu de travail. Ouais.
Et un peu Oui. moins pénible d'ailleurs, souvent tertiarisé d'ailleurs. Oui, alors donc tout ça est extrêmement bien documenté dans votre livre, cette évolution du temps de travail. Donc on n'a jamais eu autant de loisirs. Rappelons quand même, par exemple, dans la société du XVIIIe siècle, il y avait quand même, alors là, clairement deux classes sociales. Classe sociale de gens qui travaillaient, et puis la classe sociale de gens qui ne faisaient que ne pas travailler, d'ailleurs. Voilà. En Et fait, donc, à partir du qui néolithique... vivaient. Alors, Oui, oui. qu'est-ce que c'était que cette vie cette vie des nobles et puis des grands bourgeois au début du XIXe siècle, qui était finalement uniquement une vie de loisirs. Quand on lit Anna Karénine, par exemple, jusqu'à Anna Karénine, c'est pour ça qu'ils foutent. Alors, ils ont des charges, c'est-à-dire de temps en temps, ils vont s'occuper de leurs charges auprès impériales, etc. Ils vont bosser 1 heure ou 2 heures par jour. Mais c'est une classe de gens qui n'ont aucune activité économique. Absolument, c'est une vie oisive. Et d'ailleurs, c'est à partir de la révolution néolithique qu'il y a commencé, on a créé les villes aussi, ça a agrandi la taille des populations. On a commencé à avoir des populations avec des classes sociales distinctes et des classes sociales qui ne travaillaient pas, souvent qui représentaient le clergé, la relation au divin, n'est-ce pas? Et puis les gens qui bossaient en dessous. Dans toutes les civilisations, ça s'est à peu près passé de la même façon. Et vous avez eu une classe donc oisive. Cette classe oisive, contrairement à ce qu'on pense, elle ne fait pas rien. Si vous prenez la noblesse du XVIIIe siècle, donc même à partir du XVIIe, évidemment, Louis XIV en est la forme paroxystique. En réalité, le travail du noble, le noble a un travail, c'est l'agrégation sociale. Et c'est ce que j'appelle d'ailleurs le loisir aristocratique. Le loisir aristocratique, c'est celui de l'agrégation sociale, celui où en permanence vous allez travailler à votre appartenance à la communauté, à la classe à laquelle vous voulez appartenir. Et ça, c'est un boulot à temps plein. C'est-à-dire, être courtisan du temps de Louis XIV, c'est pas une partie de plaisir contrairement à ce qu'on pense. C'est un travail extrêmement exigeant. C'est un travail qui nécessite que vous soyez toujours dans le stress de la place qu'on va vous prendre, dans la volonté d'arriver à accaparer une prébande, dans le fait d'être vu du roi. La seule façon que le roi vous nomme, c'était qu'il vous voit, n'est-ce pas? On sait que Louis XIV, quand il voulait saquer quelqu'un, il disait c'est un homme que je ne vois jamais, ce qui veut dire c'est fini, il n'y aura jamais rien. Donc il fallait être là, tout le monde était présent, et c'est un travail extrêmement important, mais un travail différent du travail économique, évidemment. Alors ce loisir aristocratique, je dis, mais il existe toujours. En fait, pour nous, c'est le loisir social, c'est-à-dire c'est le loisir pour les autres, c'est la part de notre temps libre qu'on va donner au fait d'être en groupe. C'est évidemment nos amis, c'est les réseaux amicaux plus ou moins lointains, et puis évidemment c'est la famille, c'est le loisir pour les autres, le loisir où on va être en groupe. C'est une part importante évidemment de notre vie, puisque nous sommes évidemment des animaux politiques, des animaux sociaux, comme disait Aristote. Ouais. Alors, cette société du loisir que nous vivons, en fait, vous définissez, il y a un moment en France qui a été un peu une année clé, vous parlez de 1992. À quelques jours d'intervalle, on ferme les usines Renault, le temple du travail ouvrier, le symbole du travail ouvrier. On ferme les usines Renault de Billancourt et on ouvre Disneyland Paris. Oui. C'est-à-dire que voilà, le travail traditionnel, valorisé d'une certaine façon socialement, disparaît et s'ouvre la société de loisirs. Mais en fait, cette société de loisirs, c'est une société de divertissement. Exactement. C'est une remarque faite par Fourquet dans son dernier livre. Il remarque qu'à 12 jours de distance, on a fermé les usines Renault de Billancourt, symbole extraordinaire, aussi malheureusement symbole de la désindustrialisation de la France, il faut quand même le dire, et on a ouvert Euro Disney à l'époque. Et effectivement, c'est un symbole complètement fou du passage, du basculement dans une société de l'entertainment. D'ailleurs, Disney n'a pas d'autre but, slogan, volonté, ambition que de divertir. C'est l'entertainment. Cet entertainment qui est devenu un secteur à part entière de l'économie, un secteur considérable avec des investissements complètement fous qui sont faits uniquement pour produire finalement des choses qui vont nous divertir. Et évidemment, ce mot de divertissement, il fait tout de suite référence à l'idée de Pascal, qui en fait une très grande critique dans ses pensées. Alors Pascal, qu'est-ce qu'il dit? En gros, c'est tout celui qui n'est pas occupé de Dieu. En gros, toutes les occupations qui ne sont pas l'occupation de Dieu sont les occupations divertissantes. Bon. C'est-à-dire qui ne s'intéressent pas à l'essentiel. Alors moi, j'utiliserais plutôt le divertissement dans un sens différent, qui est le divertissement, ce sont
c'est l'activité hors de soi, c'est l'activité qui vous aliène, qui vous porte hors de soi, c'est celle qui ne vous enrichit pas, mais qui au contraire va pouvoir avoir pour conséquence à terme surtout de vous appauvrir. C'est l'activité passive contre l'activité active, si vous voulez. Voilà. Et pour moi, le loisir, dans sa forme, on passe son temps, même plutôt on le perd, on cherche à le perdre, on perd le temps. Il y a des façons intéressantes de passer son temps, mais malheureusement, on peut le perdre. Et cette société du loisir, pour moi, c'est malheureusement le grand drame qui est à l'œuvre, puisque ce divertissement, qui par ailleurs est souhaitable, parce qu'il faut une forme d'équilibre dans les types de loisirs, il y a des moments où on a besoin d'être passif, il y a des moments où on peut zapper sur notre canapé ou scroller nos réseaux sociaux de temps en temps, mais le problème c'est que cette forme de divertissement, pour des raisons dont on va pouvoir parler, mais a phagocyté les autres formes, a pris une part complètement prépondérante et déséquilibrée et déraisonnable dans notre vie. C'est le grand soupçon ou la grande thèse de mon livre. Nous sommes aujourd'hui malheureusement sous la coupe d'une forme de tyrannie du divertissement pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps libre dont nous disposons de manière extraordinaire par rapport à nos ancêtres, finalement, on l'a comblé avec le divertissement plutôt que de le remplir avec d'autres types de loisirs que vous appelez la scola, ou la scolée, ou les c'est le mot grec en fait, studieux. C'est le mot grec qui est féminin, donc c'est plutôt la scolée, on a envie de dire le scolé, parce qu'évidemment ça a donné school, école, escuela, schule, n'est-ce pas, mais alors c'est le troisième type de loisir. On a vu le loisir aristocratique, le loisir divertissement, que j'appelle le loisir populaire, donc le loisir hors de soi. Le loisir aristocratique, c'est le loisir pour les autres, et puis il y a le dernier loisir, c'est le loisir pour soi. C'est évidemment une référence à la scolée grecque, c'est-à-dire le loisir studieux, c'est-à-dire ce que vous faites quand vous êtes assez riche pour ne pas travailler, quand vous avez des esclaves qui travaillent pour vous, et que vous pouvez apprendre, cultiver à la fois votre corps et votre esprit. On sait que les Grecs ne faisaient pas de différence entre les deux, Vous allez à la palestre, puis au gymnase, et puis vous avez un grammaton qui vous apprend, et ça c'est un privilège extraordinaire, vous avez le droit d'apprendre, et d'ailleurs on veut que vous appreniez parce que votre vocation est de devenir un citoyen utile à la cité, qui va pouvoir à la fois le défendre en tant que soldat et décider en tant que citoyen à l'ecclésia. Et donc c'est extrêmement important, cette scolée, c'est le moment où vous allez faire citoyen, vous allez devenir une personne membre du groupe à part entière. Alors les latins évidemment ont aussi cette idée-là, c'est l'osium, l'osium qui a donné negocium, le négoce, qu'on retrouve dans l'idée de business. Le business, c'est le fait d'être occupé. Le negocium, c'est le fait de ne pas avoir d'osium. Et pour un latin, il n'y avait rien de pire. Parce que l'idéal, c'est évidemment qu'il y ait des esclaves qui bossent pour vous. Ce n'était pas à vous de faire le negocium. Vous, c'était l'osium, c'est-à-dire ce loisir extraordinaire que vous allez pouvoir consacrer à la culture de vous-même, à une meilleure connaissance de vous-même, à la politique, à la politique, qui est évidemment une activité noble et importante pour un citoyen, à la poésie aussi, à la production qu'on pourrait dire musicale au sens grec, c'est-à-dire toutes les muses, c'est-à-dire toutes les formes de création, puis qui sont des formes aussi de meilleure connaissance de vous-même et de relation quelque part avec les dieux aussi, parce que c'est cette idée aussi de transcendance. Vous allez vous élever au-dessus de vous-même en vous connaissant vous-même. Voilà, tout ça, c'est la scolée, c'est ce que j'appelle c'est le loisir studieux, c'est cette troisième forme, et c'est malheureusement une forme plus exigeante, une forme qui nécessite, et c'est ça peut-être le point terrible, parfois une sorte de mise à distance du plaisir immédiat, à un moment aujourd'hui où on a plutôt tendance à valoriser le plaisir immédiat, le plaisir facile, le principe de la plus grande pente du cerveau qui va choisir le mécanisme de la récompense le plus immédiat. C'est pas facile évidemment de prendre le chemin de traverse, le chemin détourné de la scolée. C'est pas toujours facile. Mais même c'est plus près de nous au 19e siècle, et ça vous le dites bien dans votre livre, les élites républicaines qui voyaient le temps de travail peu à peu des ouvriers, voilà, on a remis, par exemple, je crois que c'est en 1906 qu'on a remis le dimanche. Voilà. Alors le dimanche, pour les élites républicaines laïques, évidemment, c'était pas fait pour aller à l'église. Alors c'était ça, on disait, les ouvriers vont enfin avoir le temps de se cultiver, de lire, de faire un certain nombre d'activités intellectuelles qui vont remonter le niveau de la société aussi au niveau global. C'est ça qu'ils avaient en tête. C'est étonnant parce que ça a été complètement oublié, cette idée qu'il fallait une politique du loisir. Au 19e siècle, effectivement, on était
tous les gens qui se battaient pour la libération, hein, une sorte d'émancipation des ouvriers dont la vie était devenue vraiment, vraiment infernale, avec effectivement les dimanches à un moment qui avaient même disparu. Leur préoccupation, c'était non seulement évidemment que ce travaux cassait les corps, hein, et brisait les énergies, mais aussi que du coup, ils n'avaient pas le temps d'avoir accès à d'autres loisirs. Et quand ils pensaient loisirs, on ne pensait pas aux vacances. Il faut se souvenir que quand le Front populaire a créé les premiers congés payés, l'idée, c'était pas d'aller se faire dorer la pilule sur la plage, parce que c'était considéré comme plutôt bourgeois, en fait. C'était des loisirs bourgeois. L'idée, c'était que le temps qu'on allait pouvoir gagner sur la nécessité du travail, en particulier du travail à l'usine, c'est du temps qu'on allait pouvoir occuper pour cultiver son esprit. Et on avait l'idée très très forte que c'était important. D'ailleurs, on encourageait, pendant le 19e siècle, quand vous avez une conscience de classe, les ouvriers à aller à des cours du soir, à aller travailler, recopier le soir. Et c'était cette idée-là, en fait, a trouvé un écho aussi en 1981, quand François Mitterrand a créé un ministère du temps libre. Ministère qui n'a pas survécu après 3 ans, hein, il a disparu en 1984. Mais cette idée du ministère du temps libre, c'était aussi l'idée que le temps libre, c'était une question, qu'il fallait une politique de ce temps libre, que la façon dont on l'occupait n'était pas complètement égale. Or, on a complètement laissé tomber ça, au moins depuis 1984, avec cette idée finalement que tout ça va être laissé à la liberté des gens, et que implicitement, c'est pas très important la façon dont tu occupes le temps libre, puisque c'est ce pourquoi tu vis, c'est la raison même de la vie, et donc c'est la liberté, fais ce que tu veux, ça sera toujours aussi bien utilisé. Moi, je dis que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on avait créé, par exemple, dans les années 50 ou 60, le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture était, oui, sur l'idée qu'il était très... d'abord parce que De Gaulle voulait garder Malraux, il fallait lui trouver un Marocain, comme on sait, donc c'était celui qui était le plus adapté. D'ailleurs, au début, il avait bien gardé, je crois, la communication à l'Élysée, la télévision. Enfin, l'idée, c'était quand même de faire participer l'idée de transmettre les grandes œuvres qui avaient un peu plus de temps, de plus en plus de temps, on était à l'époque des 30 Glorieuses, et de les faire accéder aux grandes œuvres de l'humanité. Aux grandes œuvres de l'humanité, c'était l'idée auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'à maintenant. Le théâtre national populaire de Jean Villard, c'était ça, dans lequel Gérard Philippe a brillé, cette grande époque. C'était l'idée qu'on va mettre à disposition des gens des œuvres auxquelles ils n'avaient pas accès jusque-là. C'est vrai, parce qu'avant la télévision, c'était beaucoup plus compliqué. Les livres, c'était très cher au 19e siècle, hein, c'était coûteux. Souvenez-vous d'ailleurs, Les Misérables, les ouvriers devaient se cotiser pour en acheter, soit pour les louer, soit pour en acheter à plusieurs un exemplaire, parce que c'était beaucoup trop cher. Et à partir de la télévision, à partir des années 50, en fait, on a eu une extraordinaire démocratisation. Et au début, souvenons-nous, l'ambition culturelle de ces nouveaux moyens était dingue. Enfin, je veux dire, vous aviez une chaîne, et le soir, vous aviez droit à Hernani et les Rois Maudits, quoi. Je veux dire, quand même, c'était un truc. Aujourd'hui, si vous proposez ça aux gens, je pense que ça fait la révolution. Mais c'était quand même d'une exigence extraordinaire. C'était toute l'idée de Malraux au départ, évidemment. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on a pris finalement l'option de la facilité, du loisir, et que maintenant, ce qui a envahi nos vies, c'est le loisir facile, c'est le jeu, c'est un certain nombre de choses, et que, en gros, on voit ce qu'est devenu le ministère de la Culture. Et puis, donc, un guichet la à grande distribuer, culture, d'une certaine façon, n'a pas pénétré, pour dire les choses rapidement, dans les classes populaires. Et d'ailleurs, elle est en train de déserter les classes supérieures aussi. Oui. D'ailleurs, dans mon livre, j'essaie de faire un petit bilan. Je montre qu'effectivement, il y a plein d'études qui ont montré que la démocratisation de la culture n'a pas eu lieu. Il y a beaucoup plus de musées qu'avant, mais c'est les mêmes gens qui vont dans le musée, exactement. C'est les mêmes gens qui vont sur le site. C'est-à-dire, le site internet n'a pas permis d'apporter des nouveaux publics. C'est les mêmes gens qui vont sur le site et qui vont physiquement. Cette démocratisation n'a pas eu lieu. Le ministère de la Culture est un immense guichet à servir des prébendes à des clientèles qui sont très attention à les conserver, mais qui fonctionnent globalement en circuit fermé. C'est quasiment les mêmes gens qui jouent et puis qui vont regarder les pièces, et tout ça est financé indirectement, en fait, sur les impôts des ouvriers qui n'en profitent guère. Et puis, on a fait une autre tour de passe-passe, c'est qu'à partir du moment où on a tout nommé culture, où tout a été culture, où n'importe quelle production est devenue une production culturelle, c'était facile. Il y avait de la culture partout et on s'en réjouissait. Non, la réalité, c'est que la démocratisation de la culture n'a pas eu lieu. Alors attention, je ne fais pas de procès sur les formes culturelles, hein. J'oppose pas, c'est très important, les anciens et les modernes. C'est pas une défense du classique contre le rap, ou je sais pas quoi, ou la danse classique contre le hip-hop. C'est pas du tout ça. À chaque époque, il y a des formes de création culturelle qui sont de très très grande qualité, et d'autres peut-être de moins grande qualité à chaque époque. Donc c'est pas une question d'opposition d'époque, en revanche d'opposition de type d'exigence. Il y a des formes d'art
plus élevés, il faut le dire plus élevés, parce qu'il faut oser hiérarchiser ce qu'on n'ose plus dire. Il y a des formes d'art plus élevées qui nécessitent plus de travail, qui nécessitent une préparation. L'idée qu'on puisse en permanence avoir accès à toutes les formes d'art, à toutes les formes de culture sans effort, est peut-être l'idée la plus toxique qui soit, parce que justement, quel que soit l'âge, quelle que soit l'époque, les grandes formes artistiques, aujourd'hui encore, elles ont besoin de travail, d'investissement, de connaissances. Alors il y a plein de choses qui ont fait que cette démocratisation n'a pas eu lieu, parce que le service public audiovisuel, au bout d'un moment, il a aussi regardé l'audience, et puis il y a eu de plus en plus de concurrence, et puis il y a eu des concurrences privées qui avaient d'autres agendas. Ils avaient beau dire le mieux-disant culturel, en réalité, qu'on le veuille ou non, ce que vend une chaîne privée qui vend de la publicité, c'est du temps de cerveau disponible, comme disait le regretté Patrick Lelay. Et c'est vrai, je veux dire, voilà, le modèle économique, il veut ça, exactement comme les plateformes aujourd'hui vendent du temps de cerveau disponible de gens qui sont présents sur les plateformes. Donc, il faut que les gens soient présents le plus longtemps possible. Le problème, c'est pas de développer leur cerveau ou de leur permettre de faire de la scolaire. Leur problème, c'est d'être présent sur le réseau social le plus longtemps possible. Ouais. Tout ça explique qu'aujourd'hui, finalement, le loisir triomphe, mais pas le loisir le plus élevé, malheureusement. C'est souvent le loisir peut-être le plus vil ou le moins intéressant, celui qui vous nourrit le moins, celui qui paradoxalement vous laisse sur votre faim. C'est ça aussi qu'on peut reprocher au divertissement, c'est qu'il ne vous nourrit pas, alors que les loisirs culturels élevés, ils vous nourrissent pour toute votre vie et ils ont une puissance extraordinaire d'enrichissement personnel. Voilà. Ouais. Ça, moi, j'ai bien vu à titre personnel. Il y a 25 ans, j'ai lancé une chaîne de musique classique qui s'appelle Mezzo. Et j'ai vu en 25 ans fondre le public de la musique classique aujourd'hui, c'est devenu. Ce qui est marrant, c'est qu'on l'accuse encore aujourd'hui d'être un petit peu l'art légitime. Elle souffre encore de ça, mais aujourd'hui, elle n'est plus du tout l'art légitime. Aujourd'hui, c'est une passion de quelques marginaux qui s'y intéressent encore. Donc, c'est absolument. Aujourd'hui, c'est transgressif. La musique classique, c'est complètement transgressif. Donc, c'est absolument plus la musique légitime, l'art légitime contre lequel il faudrait s'opposer. Ce qui est vraiment transgressif, je trouve, c'est de faire de la musique classique aujourd'hui ou de s'y intéresser. C'est mon cas aussi. Mais alors, même en dehors de l'art, il y a aussi, on pourrait penser que la science, la connaissance, les loisirs sociaux, etc., auraient pu se développer. Or, qu'est-ce qu'on voit ? C'est-à-dire ce temps libre est éminent, se sont engouffrés dans la brèche, finalement, ce que vous appelez les industries du divertissement, c'est-à-dire la captation du temps libre par des espèces de pulsions ou de plaisirs immédiats, des espèces de stimulus immédiats, comme on peut en voir dans les jeux vidéo. Tac, 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 on répond, etc. C'est-à-dire on a une espèce de culture, j'ose pas appeler ce nom, de l'immédiateté, du plaisir immédiat. Le jeu vidéo est un bon exemple, parce que c'est en fait la plus grosse partie aujourd'hui de l'industrie du divertissement. On n'imagine pas le nombre de milliards d'heures qui sont jouées. Il y avait un article dans le Wall Street Journal d'un éditorialiste qui disait que 7 millions de jeunes américains entre 25 et 54 ans étaient sortis du marché du travail depuis le Covid. Et il disait, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et en fait, la réponse, c'était assez violent. Il disait, ils jouent à Call of Duty sous drogue. Voilà. Ils jouent à Call of Duty high. Ils jouent 2000 heures, ces jeunes-là, en moyenne, 2000 heures par an. Et c'est l'équivalent de 2000 heures de la présence au bureau, en fait, que vous faites quand vous êtes un professionnel aux États-Unis. Le jeu vidéo, c'est une partie très importante de l'activité de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, je ne condamne pas le jeu vidéo en soi. Il y a des jeux vidéo très intéressants. Mais là encore, il y en a qui le sont beaucoup moins. Et il y a des phénomènes d'addiction extrêmement puissants qui se développent. Et donc de désocialisation. Exactement. Et de désocialisation, bien sûr. D'ailleurs, il y a des phénomènes au Japon qu'on appelle des ikikomori, de jeunes qui n'arrivent plus à sortir de leur chambre, ils n'arrivent plus à avoir de relations avec des personnes réelles, ils ne peuvent plus avoir de relations qu'à travers un écran. Et l'écran, on sait qu'il met en relation, mais aussi il fait écran, c'est vraiment c'est vraiment sa fonction. Le premier iPhone, il date de 2007. C'est devenu quelque chose qu'on a tous dans nos poches, avec lequel on vit, sur lesquels on passe. En moyenne, notre écran, c'est 60-70% quasiment de notre vie éveillée. Enfin, 60% d'après l'INSEE, je crois, de notre temps libre. Aujourd'hui, les écrans. C'est un temps énorme. Le fait que ça soit en permanence, à proximité, à bout de doigt, que nous puissions avoir accès en quelques clics partout où nous sommes, dans le métro, dans la rue, chez nous, à tous les contenus et à une infinité de contenus qui vont être immédiatement divertissants, est un
provoque un changement civilisationnel majeur, en fait. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas vu, c'est ça dont on ne veut pas se rendre compte. C'est-à-dire que le fait que tout soit si facile, que ce divertissement soit si facile, sans difficulté pour y avoir accès, alors que nous, on est né dans un monde où c'était quand même plus compliqué, il fallait aller chercher le disque, le contenu n'était pas si facile, il fallait aller prendre la cassette, il fallait la louer, ça avait un coût. Aujourd'hui, c'est un coût quasi nul, le coût marginal du contenu, en fait, la plupart du temps, il est nul, et donc on y a accès en permanence. Et bien ce robinet, on est encouragé, et certains le font, à être branchés en permanence et à boire en permanence le shoot de dopamine. Vous savez, c'est le petit plaisir que vous avez quand vous avez le petit truc sucré que vous prenez. C'est aussi celui que vous avez quand vous avez un like sur les réseaux sociaux. C'est un petit shoot de dopamine. C'est le mécanisme de la récompense et vous en devenez un peu dépendant. Alors ça, vous en parlez aussi, et vous en parlez aussi dans d'autres livres, Olivier Mabo. On a l'impression quand même d'une politique commerciale complètement assumée par les grands, par les GAFA, etc., qui est effectivement de vous donner toujours de plus en plus ce dont vous avez envie, ce petit shoot dont vous avez besoin. Et voilà, il va être là en permanence et on sera et les moyens audiovisuels et numériques qu'on a vont vous le servir de façon continue tout le reste, toute votre journée. En fait. Alors moi, je suis totalement libéral et pro-business et pro-entreprise. Et en plus, je suis professeur de gestion d'entreprise. Donc, j'ai pas de problème avec l'entreprise, mais il faut reconnaître que le modèle économique de ces grandes plateformes, c'est que vous y soyez le plus longtemps possible, parce que vous n'en êtes pas vraiment le client, vous en êtes la plupart du temps la matière première. C'est-à-dire qu'on va vendre la connaissance de vous et puis évidemment le contact avec les annonceurs. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Donc, il faut que vous y soyez le plus longtemps possible. Et donc, on va créer tous les moyens pour que vous y soyez le plus longtemps possible. On n'a pas intérêt à vous dire que vous avez passé trop de temps sur votre application, même si aujourd'hui, même TikTok, qui est chinois, essaye de dire, au bout d'un moment, il fait une annonce en disant attention, c'est peut-être un peu longtemps, même les téléphones, maintenant, ils vous donnent un rapport de temps d'écran, mais est-ce que ça suffit? C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, et c'est terrible, et peut-être que ça ébranle ma foi de libéral, mais on mise tout sur votre responsabilité personnelle. C'est-à-dire que c'est à vous d'être courageux, c'est à vous d'être discipliné. C'est à nous tous de faire le geste de dire « Allez, c'est bon, j'ai fait assez de trucs, maintenant je vais aller prendre un vrai bouquin et lire quelque chose d'intéressant. Je vais arrêter de scroller les réseaux sociaux, je ne vais pas passer encore la demi-heure qui me reste à faire un truc dont il ne va rien me rester. Je vais essayer de faire d'autres choses. » C'est à nous de faire ce geste, mais ce geste, il est prodigieusement difficile, quelles que soient les classes sociales. Et l'une de mes théories, c'est que c'est encore plus dur quand vous êtes dans des classes sociales plus modestes, où vous regardez d'ailleurs plus d'écrans, où vous êtes moins aidé, où vos parents vous accompagnent moins, où il y a moins de transmission de cette discipline, de la mise du plaisir à distance, ce qui fait que cette ère du divertissement, c'est aussi une ère d'accroissement prodigieuse, à mon sens, des inégalités. Oui, ça, effectivement, parce que si ces géants du numérique nous donnent en permanence, nous servent en permanence, nous nourrissent en permanence de ces impulsions numériques dont nous raffolons, c'est aussi que d'une certaine façon, nous en demandons toujours plus. Parce que sinon, ça aurait disparu depuis longtemps. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, nous n'avons pas la maturité, ou la nature humaine est trop faible, et que d'une certaine façon, il va falloir pallier à ça si on ne veut pas disparaître dans un collapse de divertissement. Parce que c'est ça qui nous guette. C'est ça, être libre, en fait, c'est très difficile. Il y a une grande plateforme que je ne citerai pas, dont la publicité en ce moment dans les rues de Paris, c'est du divertissement à l'infini. Vous vous rendez compte ? Du divertissement à l'infini. Et c'est vrai, vous n'auriez pas assez de toute votre vie pour regarder tous les contenus qui sont proposés en ligne sur les divers... Mais il en faudrait des centaines, des milliers de vues. Il y a des milliards d'heures qui sont disponibles sur YouTube de différents trucs et auxquels vous pourrez vous intéresser. Et oui, c'est vrai, en fait, la liberté, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas vu qu'on a basculé dans une société complètement différente. Jusqu'à il y a peu de temps, vous ne pouviez pas avoir ce genre d'excès dans votre vie. Pourquoi ? Parce que la vie, c'était d'abord des contraintes. C'était des limitations de l'accès. C'était des obligations de travailler pour gagner de votre vie. C'était une vie qui était relativement courte. C'était, si vous remontez au XVIIIe siècle, des vies qui étaient très difficiles du point de vue de la santé publique. Il y avait les maladies qui pouvaient vous emporter en quelques jours. C'était une vie très dangereuse. Il y avait des guerres. En fait, on passait 15 jours pour faire de Paris à Bordeaux. Exactement. Paris-Bordeaux, c'était 15 jours, un peu plus pour aller à Marseille. Il fallait 1 an pour aller en Chine, 1 an pour revenir, si vous reveniez.
dernier, et en Inde, on ne se rend pas compte en fait de la difficulté, du risque. D'ailleurs, les gens, quand on regarde leur vie, beaucoup mouraient extrêmement tôt. Vous aviez beaucoup de chance quand vous viviez longtemps à l'époque. L'espérance de vie, elle était sous Louis XIV, elle était à la naissance, c'était de 25 ans. Pour une bonne raison, c'est qu'un enfant sur 2 mourait en gros. Et donc, jusque-là, la vie, c'était d'abord des contraintes et il fallait survivre. Aujourd'hui, notre problème, il est complètement inverse. C'est la vie est trop facile. C'est peut-être terrible de dire ça parce qu'il y a encore des gens dont la vie est difficile, c'est tout à fait vrai. Mais globalement, la vie est trop facile. On a trop de sécurité, on n'a pas assez de contraintes liées au travail et tout est à disposition en permanence. Est-ce que c'est un hasard si la productivité des Français baisse depuis quelques années ? Bizarrement, notre productivité baisse. Pas seulement en nombre d'heures, mais aussi dans la qualité du temps de travail. Finalement, on est dans une civilisation qui encourage à une espèce du délassement permanent, de baisse de pression. C'est très difficile d'être motivé et de se motiver. Alors, il y a d'autres pays dans le monde qui le sont un peu, plus, peut-être parce qu'ils sont à d'autres moments aussi de leur développement. Nous, notre grand problème, notre immense défi, c'est la facilité. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme de laisser-aller. C'est vrai, en fait, c'est ça. Alors oui, ça fait peut-être hyper réac de le dire, ça fait peut-être conservateur, mais le fait est que les faits sont là aujourd'hui. Il y a cette espèce de laisser-aller qu'on observe, et puis un laisser-aller qui crée pas le bonheur, parce que cette civilisation du divertissement, elle s'accompagne très paradoxalement, paradoxalement ou pas d'ailleurs, mais d'une explosion des dépressions, du mal-être. On n'est pas plus heureux, on est beaucoup plus diverti, mais on n'est pas beaucoup plus heureux. On a même plutôt l'impression d'être beaucoup moins heureux qu'avant, et ça c'est paradoxal. Ça n'est pas paradoxal si on comprend que le loisir hors de soi, le loisir qui aliène, c'est du loisir qui appauvrit, c'est du loisir qui augmente votre faim à mesure que vous avez l'impression de boire. C'est pire que Tantale. Alors, ce que vous dites très bien aussi, Olivier Babot, dans ce livre, je rappelle La tyrannie du divertissement, paru chez Buchet-Chastel. Buchet-Chastel. C'est le même éditeur d'ailleurs que la Société du spectacle de Guy Debord. De Guy Debord, voilà. En 67, je crois. Voilà, la Société du spectacle de Guy Debord, donc beau précédent. Oui, une belle maison. Dans la lignée de laquelle vous vous situez d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Alors, ce que vous dites très bien aussi dans ce livre, c'est que finalement, le fait d'avoir mis à disposition de tout le monde tant de loisirs à des coûts presque gratuits, et de façon presque gratuite, paradoxalement, ça a développé les inégalités plutôt que cela n'a rapproché les gens. En fin de compte, c'est un facteur d'accroissement des inégalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mécanisme, là aussi un peu contre-intuitif ? Oui. Je fais aussi dans mon histoire du loisir l'histoire de ce que j'appelle le loisir bourgeois qui a repris le loisir aristocratique en réutilisant les leviers de réussite sociale. En fait, ce que je dis, ce qui est un truc que tous les sociologues ont noté depuis longtemps, mais évidemment les classes sociales dominantes regardent et étudient les leviers pour rester dominantes, et c'est normal, elles veulent la reproduction. Il n'y a rien de choquant au fait que quand vous soyez quelque part, vous ayez envie d'y rester et que vos enfants y restent. Et donc vous allez, et vous avez depuis le 19e siècle, et encore plus aujourd'hui, développer et encourager vos enfants à développer les leviers qui vont permettre votre réussite. Alors, sous l'Ancien Régime, la réussite, c'était la naissance, ça suffisait. À la limite, vous pouviez être con comme vos pieds, c'était pas un problème, puisque même si vous étiez le fils du roi, comme le grand dauphin qui est mort, heureusement, parce que s'il avait été roi, imaginez ce que ça aurait été, parce qu'il était d'une stupidité, il paraît, assez rare. C'était pas le cas de Louis XV, qui était l'arrière-petit-fils, n'est-ce pas, de Louis XIV. À partir du 19e siècle, ce qui vous fait votre richesse, c'est la possession probablement du capital, des industries, et puis l'accès évidemment à l'énergie, aux matières premières. Mon idée, c'est qu'au 20e, encore plus au 21e, dans ce siècle qui commence, ce qui fait la richesse des nations, en particulier en termes économiques et de capacité à se défendre, capacité militaire, c'est les technologies. Et ce qui fait les technologies, c'est l'innovation. Ce qui fait l'innovation, c'est les cerveaux. Et que le cerveau, c'est-à-dire les cerveaux, le capital humain, c'est-à-dire les compétences, devient plus important que jamais. Et on voit la montée en gamme des emplois. C'est-à-dire que les emplois, vous savez, dans un mouvement schumpeterien, se détruisent mais se recréent, mais ceux qui se recréent, c'est plus les mêmes. C'est des emplois qui demandent beaucoup plus de compétences. Donc quand on voit là, depuis 40 ans, l'évolution des emplois qui demandent de la formation professionnelle, de la formation haut de gamme, ça ne fait qu'augmenter. Et donc, il faut transmettre à vos enfants, finalement, le plus de compétences possible. Et une de mes théories, c'est que si le XXe siècle était siècle de l'ingénieur, le XXIe serait plutôt celui d'une sorte de retour à l'honnête homme. L'honnête homme, c'est celui qui va être généraliste, qui va savoir mettre les savoirs en lien, n'est-ce pas ? L'ingénieur, ça va être celui qui est spécialisé. À un moment où les machines arrivent à être de plus en plus spécialisées et à faire des travaux spécialisés, nous, on a besoin justement de managers. On a besoin de gens qui vont être aussi
aussi des créateurs qui vont mettre les savoirs ensemble. Et ça, c'est une compétence qui est difficile à acquérir et qui nécessite un travail d'acquisition tout au long de sa vie. Et donc, mon idée, c'est qu'évidemment, l'acquisition se fait dès la naissance, à travers l'éducation, et que l'éducation bourgeoise ou l'éducation... d'ailleurs, c'est pas seulement une question d'argent. Hein. Ceux qui réussissent le plus, c'est les enfants d'enseignants. Il faut toujours le dire. Hein. Ceux qui réussissent Ça a le toujours mieux. été le cas. Ça a toujours été le cas. Ouais. Alors pourquoi on dit parce qu'ils connaissent les arcanes? Non, parce qu'on leur dit, parce qu'on leur donne des méthodes aussi, Ouais. tout simplement. Hein. Et que finalement, c'est ces gens-là qui vont réussir parce qu'on leur a donné les leviers de la réussite. Et ceux à qui on n'a pas dit que les leviers de la réussite, c'était la façon dont vous occupez le loisir, eh ben, ils vont penser que le loisir est uniquement là pour s'occuper. Je trouve que c'est ça le drame. On n'a pas dit aux gens qu'on allait leur demander des comptes sur la façon dont ils occupaient leur temps libre. C'est d'ailleurs la première chose que je dis à mes étudiants quand je les vois en début d'année. Je leur dis, vous savez, a priori, vous allez être en compétition avec des gens qui auront la même ligne sur le CV que vous en termes de diplôme. Hein. Par définition, ils auront à peu près tous le même master ou les mêmes écoles. Donc, la différence, ça sera sur ce que vous aurez fait de votre temps libre. On vous demandera des comptes sur ce que vous aurez fait de votre temps libre. Et donc, si vous n'avez fait qu'arpenter la rue de la soif, c'est bien de temps en temps, mais si vous faites que ça, c'est dommage. Si vous avez, en revanche, créé une association, créé une entreprise, créé une start-up, voyagé, pourquoi pas, eu des initiatives, voilà, fait d'autres choses, ça c'est quelque chose qui sera compté à votre crédit, mais aussi parce que ça vous aura enrichi, que ça aura ouvert vos perspectives. Voilà, donc moi je me dis que cette politique du temps libre, c'est le truc qui est devenu le plus utile. C'est plus utile que jamais et c'est le truc dont on parle moins que jamais. Voilà, c'est ça le drame, si vous voulez. Mais même plus jeune, vous dites que finalement, les inégalités se font au niveau de l'enfance, non pas sur ce que l'enfant apprend à l'école ou au lycée, mais sur ce qu'il fait en dehors de l'école. Et c'est ça qui va le former et c'est ça qui va faire qu'il va être, d'une certaine façon, soit un dominant, soit un dominé. Et alors, ça fait peut-être pas plaisir aux instituteurs et aux professeurs, mais vous dites que l'essentiel, c'est cette espèce de capacité à occuper son temps libre de façon d'en faire un apprentissage, d'une certaine façon. En fait, à l'école, malheureusement, les jeux sont faits. Quand tu arrives à l'école, souvent les jeux sont faits. D'ailleurs, je ne sais. Alors, c'est passionnant. Il y a par exemple un livre qui s'appelle de Lahire, qui s'appelle Enfance de classe, où c'est un très gros livre où il fait des récits justement de la différente façon dont on est élevé selon les classes sociales. C'est un très beau livre, mais qui montre justement combien il y a des stratégies qui sont suivies d'un côté et qui ne sont pas nécessairement suivies de l'autre. D'ailleurs, hein, c'est intéressant. Les linguistes aussi montrent que quand vous arrivez à 5 ans, je crois que vous pouvez avoir, quand vous êtes d'un milieu social défavorisé, peut-être vous avez autour de 300 mots de vocabulaire. Si vous êtes favorisé, vous pouvez aller jusqu'à 1800 mots de vocabulaire. Quand vous êtes en classe, pour chaque heure de classe aujourd'hui, vous avez en général 1 heure d'écran au moins que vous regardez. Hein, l'école est en concurrence avec d'autres activités, et puis elle n'est finalement qu'une part relativement faible du temps de vie d'un enfant. La majeure partie se joue ailleurs. Ce qui explique peut-être que l'école soit malheureusement uniquement une machine à enregistrer et reproduire les inégalités sociales qui existent déjà. Hein. En tout cas, c'est spécialement vrai en France. Ça ne veut pas dire que l'école ne sert à rien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut rien. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de mal à ramer contre le courant, si vous voulez. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a remarqué que plus on rentrait tôt à l'école, plus ça arrivait à niveler les inégalités. Parce que justement, si vous pouvez rentrer par exemple dès 3 ans, justement, ça permet de commencer un travail pour ceux pour qui vous ne l'auriez peut-être pas effectivement commencé. Parce que vous n'êtes pas évidemment né dans la famille qui vous encourage le plus. Voilà. Alors Olivier Babot, dans ce livre, donc la tyrannie du divertissement, vous faites le constat, dont on a parlé, du fait que d'une certaine façon on a rempli notre temps libre de divertissement plutôt que de scoler et de loisirs plus sociaux. D'ailleurs, on voit moins les gens. Vous savez, les jeunes aujourd'hui font moins l'amour et voient moins leurs amis qu'avant. Ils font moins l'amour à cause de la pornographie aussi, vous dites. Alors oui, déjà, il y a l'effet pornographique, et puis il y a l'effet aussi que finalement, on voit moins de gens physiquement. C'est-à-dire qu'on a moins de relations, de moments de coprésence physique, parce qu'on est en lien, mais paradoxalement en lien virtuel avec le monde entier. Voilà. Ouais, donc moins de vie sociale, isole, voilà. Moins de vie... l'hyper-relation isole. Voilà, c'est très bizarre, mais l'hyper-relation isole, oui. Alors, est-ce qu'il faut faire, vous qui êtes un libéral, est-ce qu'il faut faire ce que font les Chinois ? C'est-à-dire qu'on sait que depuis quelques années, les Chinois limitent, les Coréens aussi d'ailleurs, limitent le temps de façon drastique, le temps passé par les enfants notamment sur les jeux vidéo. D'abord,
d'abord, je ne sais pas si ça marche, est-ce que ça fonctionne, ou est-ce que les enfants finalement trouvent des subterfuges ou des moyens de continuer à faire ce que tous les autres enfants du monde font en détournant les lois. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Vous avez dit tout à l'heure que finalement on a compté sur la liberté, sur la responsabilité de chacun pour justement transformer ce temps de loisir en quelque chose d'intéressant, d'utile, de constructif. Si les gens ne savent pas le faire, est-ce qu'il faut les obliger en gros? C'est une question très, très compliquée, très périlleuse. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe en Chine? Le gouvernement chinois a dit les cerveaux, c'est les trucs le plus important, c'est notre actif le plus important. Donc on interdit l'équivalent de TikTok. C'est ce que ça s'appelle pas TikTok, mais c'est l'équivalent. Plus de 40 minutes par jour pour les enfants. Et on interdit plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine pour les enfants. Alors, est-ce que c'est contourné? Oui, un peu. Hein. Typiquement, les parents disent, si tu as des bonnes notes, je te permets d'utiliser mon compte, par exemple, ou des choses comme ça. Mais rien que le fait que ça soit édicté, que ça soit dit comme ça de façon exprimée, ça montre une prise de conscience et puis une volonté de faire quelque chose. Alors, nous, on n'a pas à notre portée ce genre de moyens. Qui peut imaginer que demain Emmanuel Macron explique que pour le bien de nos enfants, on n'aura pas le droit de faire plus de 40 minutes de TikTok par jour? Je lui souhaite bon courage, je veux dire. Pareil pour les jeux vidéo, je lui souhaite vraiment bon courage. C'est pas dans notre culture et ça me paraît très difficile dans nos démocraties libérales. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est terrible, il faut qu'on compte d'une façon ou d'une autre sur la liberté des gens. Pour compter sur la liberté, d'abord la première chose, par exemple c'est le cas pour la cigarette, c'est l'information. C'est-à-dire qu'il faut leur dire ce qui se passe. Aujourd'hui, quelqu'un qui fume, il n'est plus dans la même situation que quelqu'un qui fumait il y a 50 ans quand même. À 50 ans, vous pouviez vous faire avoir par la propagande des cigarettiers. Aujourd'hui, normalement, c'est plus le cas. Déjà, être au courant de ce qui se passe. Et ensuite peut-être essayer de donner des incitations. C'est pour ça que je parle de politique des loisirs. Essayer d'orienter justement les loisirs, peut-être d'encourager les plateformes à prendre elles-mêmes des choses, à prendre elles-mêmes des moyens. Comme je disais, TikTok, par exemple, est en train de changer sa façon de faire. Il y a des façons peut-être de programmer les algorithmes, de façon à ce que l'algorithme vous ouvre plus qu'il ne vous enferme. Peut-être qu'on peut encourager à une forme de moindre activité. On peut aussi propulser des vidéos qui seraient plus intéressantes, plus éducatives. Voilà, il y a plein de choses auxquelles on peut réfléchir. Oui, attention, c'est pas facile. Je dis, c'est très compliqué. Ce problème est très compliqué parce que la liberté humaine veut qu'aujourd'hui, on soit attiré d'abord par les trucs les plus faciles et qui sont malheureusement souvent les plus nuls. Voilà. C'est ça notre grand drame. L'impression qu'on a lorsqu'on lit votre livre, et notamment ce passage, c'est que peut-être qu'on arrivera à réguler ça parce qu'à un moment donné, les gens s'aperçoivent, mais ça va prendre des décennies. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver, parce que ça va très vite, une génération, ça va très vite. Vous disiez tout à l'heure que l'iPhone, c'est une demi-génération. Enfin, exactement. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans 20 ans avec une génération, en gros, je mis les choses au pire, une génération de Chinois qui auront restreint leur activité vidéo et puis par d'autres stimulations, etc., auront développé une culture, etc. D'ailleurs, on le voit dans les universités américaines où les Asiatiques sont quand même majoritaires, parce qu'il y a en plus une culture. Malgré les quotas qui essayent de les exclure, parce qu'ils ont des... Donc il y a autre chose, il y a la culture, ils ont des malus. Mais est-ce qu'on passe à se retrouver devant, en gros, des Asiatiques, des Chinois qui auront fait une scolarité normale et qui sauront se débrouiller dans la vie avec une certaine forme d'intelligence, et puis une génération de crétins occidentaux, quoi, disons un peu les choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est pas ça le danger à court terme? Pour dire les choses très clairement, oui, le danger, c'est ça. C'est-à-dire c'est une forme d'idiocratie, en fait. Il y avait un super livre d'Alan Bloom. Je crois que c'est Alan avec 2 L, qui était un professeur aux États-Unis, qui dans les années 80 déjà se lamentait de la chute de la culture générale chez les Américains. Ça s'appelait L'âme des armées en France, et je crois qu'en anglais c'était The Closing of the American Mind. Et déjà il notait la chute de la culture générale. Et quand vous n'avez plus de culture générale, en fait, vous êtes démunis. Et en fait, quand vous êtes démunis, vous tombez dans tous les pièges cognitifs possibles. Le risque, c'est ça, parce que l'accompagnement évidemment de cette société de divertissement, c'est en fait une ignorance prodigieuse. Une ignorance qui est contente d'elle-même, satisfaite d'elle-même, avec des jeunes à qui on a toujours dit qu'il fallait que le monde s'adapte à eux, plutôt que le contraire. Ce qui est là encore un tournant radical, et donc c'est un scandale si le monde n'est pas exactement comme ils le veulent. C'est des gens qui sont du coup extrêmement à fleur de peau. C'est toute l'idée des snowflakes, de gens qui ont besoin de safe space aux États-Unis. Enfin, toute cette génération qui est assez étonnante en termes d'exigence, en termes peut-être d'hypersensibilité à fleur de peau.
faux et en fait et d'ignorance complète en fait sur la réalité du passé, des œuvres du passé, la façon dont on pensait, des vraies histoires d'ailleurs qu'on a envie de réécrire tellement elle est insupportable. Et moi je suis extrêmement préoccupé de la façon dont tout ça fonctionne parce que évidemment on assiste à une forme d'affaiblissement cognitif de l'Occident très rapide face à d'autres civilisations qui ne sont pas du tout, c'est moins qu'on puisse dire, dans ce type de phase en tout cas. Voilà. Alors ma dernière question, Olivier Babot, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, est plus personnelle. Qu'est-ce que vous ou moi, enfin la génération, je suis plus âgé que vous, mais enfin qui ont été élevés et qui d'une certaine façon spontanément savent que les loisirs, je veux dire que les loisirs c'est pas forcément les jeux vidéo et qu'il y a d'autres formes de choses et nous allons spontanément vers ces autres formes de choses qui peuvent être la lecture, le cinéma, la musique, etc. Parce qu'on a été élevé comme ça et qu'on n'a pas connu les jeux. Peut-être qu'on n'a pas connu les jeux vidéo dans notre jeunesse, enfin vous l'avez peut-être connu, moi pas, et que sinon on serait en plein dedans. Mais comment est-ce qu'on peut nous agir à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cette civilisation finalement du divertissement ne nous écrase pas complètement? Je note dans mon livre que moi-même je suis un petit peu dépendant aux écrans et pourtant je n'ai pas été élevé avec, j'ai connu les téléphones portables très tard, j'ai horreur des jeux vidéo donc au moins ça c'est un de mes problèmes, c'est un problème que je n'ai pas, en revanche je suis beaucoup sur les écrans donc je pense qu'on a tous ce problème quel que soit notre âge, c'est encore plus vrai sans doute si on a été élevé dedans. Je constate que quel que soit l'âge ça demande un effort supplémentaire, ça demande une forme de discipline, ça demande d'inventer des règles. Alors donc je suis le premier à appeler des coupables et à dire que j'essaye de faire cet effort, j'essaye de regarder moi mon téléphone, de me fixer des petites règles, le soir, je sais pas, à partir de 10h, d'essayer de prendre un livre, quand je prends le métro, de prendre un livre aussi, d'essayer de fixer des plages. C'est une bataille de tous les instants, c'est un peu comme une bataille contre des formes de dépendance, mais il faut pas se leurrer, ça restera très difficile, et je pense que les gens qui feront ce choix resteront malheureusement une forme de minorité, c'est-à-dire les gens qui auront le courage de cultiver cette forme de scolet qui, qu'on le veuille ou non, le truc le plus exigeant et qui nécessite une vraie volonté permanente. Alors peut-être qu'aussi il y a une forme d'inégalité qui est du point de vue peut-être presque génétique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de facilité, qui sont plus attirés à certaines choses. Peut-être par exemple pour la volonté de la lecture, c'est très compliqué de forcer les gens à lire. Moi je le vois pour mes enfants, il y en a qui lisent facilement et d'autres beaucoup moins. Vous écoutent... Il y a très peu de choses à faire en fait. Vous avez déjà politique aujourd'hui c'est très compliqué. Donc vous êtes quelqu'un qui parle aux politiques et qui essaye... Alors le plus drôle c'est qu'aujourd'hui, là, depuis mon bouquin, mais je ne sais pas si c'est un lien, mais en fait, les gens qui se sont exprimés sur les dangers liés à ça, c'est surtout l'extrême gauche, bizarrement. Je suis très, très surpris, d'ailleurs. Mais c'est l'extrême gauche qui alerte sur les dangers des effets des écrans. Moi, je crois que ce n'est pas un sujet politique. Théoriquement, ça devrait intéresser tous les hommes politiques. Le problème, tout le personnel politique. Le problème, c'est que les politiques à mettre en marche sont en fait compliquées et il n'y a pas de choses très précises que vous pouvez faire. Donc, pour l'instant, je pense que les politiques regardent ça un peu comme une poule regarde un couteau, quoi. Merci Olivier Babot et écoutez, on verra la suite de ce qui se passe et puis on verra comment les choses évoluent. Donc je rappelle le titre de votre livre, donc La tyrannie du divertissement, avec comme sous-titre « Ne laissez pas vos loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants ». Merci beaucoup Olivier Babot. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.